Bonjour et bienvenue dans Enquête de région. Ce mois-ci, on a décidé de vous en mettre plein les papilles avec une émission qui a du goût. Beurre, crème, camembert, cidre, tout le monde connaît cette carte postale. Mais au-delà du cliché, y a-t-il une gastronomie normande et qui la fait vivre aujourd'hui? Anthony Caillot à Caen, Caroline Vigneault à Saint-Lô, jeunes chefs qui ont pour point commun de cultiver un lien direct avec leur environnement. Je suis fils d'agriculteur, donc les produits, ça me parle, quoi. Moi, j'ai vécu dedans tout petit, quoi. Des beaux légumes dans le jardin, des belles volailles dans la basse-cour. On occulte un peu trop souvent la richesse du maraîchage, et notamment du petit maraîchage biologique qu'on a dans notre région. Et si on se lançait un défi, celui d'un repas fabriqué uniquement à base de produits normands? En théorie, les ingrédients ne manquent pas, mais en pratique, manger local, est-ce véritablement possible? Alors il me faudra aussi un petit peu d'échalotes, vous en avez? Je sais pas... Oui, alors ça vient pas de Normandie. Ah ouais. Non. Il n'y en a pas de Normandie. Non, Mais comment non. ils faisaient nos ancêtres finalement pour avoir de l'échalote à Le l'époque? problème, c'est qu'avant, on avait plein de producteurs. Et comme c'est un métier très dur, les jeunes ne reprennent pas la relève. Et puis je vais vous prendre des pommes pour le dessert, je pense que ça pourrait être là, il y en sympa. a plein. Normandie. Bon, bah écoutez, il y a l'embarras du choix. À l'heure de l'internationalisation de la cuisine, comment nos chefs se nourrissent-ils des autres influences? Que reste-t-il des recettes de nos grands-mères? Faut-il se fier à tout ce qui se dit traditionnel? Les labels peuvent-ils nous aider à nous y retrouver? Dans le label rouge, vous n'avez aucun cahier des charges qui vous définit le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, le fait qu'il n'y ait pas de fongicides et le fait qu'il n'y ait pas de métaux lourds. Le seul logo qui vous le garantit, c'est le bio. À la fin de cette émission, rencontre avec un artiste qui, à défaut de faire la cuisine, la met en boîte. Patrick Rougereau est photographe culinaire depuis 30 ans. Bien avant l'assiette, bien avant la cuisine, la gastronomie, c'est d'abord un terroir séculaire et des recettes héritées de nos aïeux. Alors en guise d'apéritif pour notre éditorial, voici une plongée roborative dans nos plats d'antan. Ah, herbes vertes et grasses des prairies, bocages, plaines fertiles abondamment arrosées de pluie, rivages opulents, mers généreuses. Tel est le riche terroir normand prodigue de bons produits. Alors longtemps, la tentation était de les cuisiner comme cela. Au menu de ce soir, le faisan à la normande. Alors on met du beurre dans la cocotte. Le faisan va passer maintenant à la casserole. La recette devient de plus en plus normande. Du beurre, des pommes. Le chef ajoute du calvados et de la crème. Et voilà, c'est très vivant. Beurre, crème. Aujourd'hui encore, dans cette même cuisine renommée, la tradition demeure. On coupe souvent les sauces à la crème à la fin, pour donner un peu d'onctuosité. Et le beurre, on utilise, mais de moins en moins. Comment ça, moins de beurre? La cuisine normande aurait-elle changé? En tout cas, les ouvrages qui la célèbrent sont rares dans les rayons de cette librairie. Alors existe-t-il vraiment une gastronomie normande? Turgoule, pourquoi? Ça vient d'où ce nom? Ça veut dire que lorsqu'on a mangé la turgoule, ça tord la goule. On en a plein la bouche, voilà. N'écoutez pas les mauvaises langues. La gastronomie normande existe. Nous l'avons rencontrée. Parions d'ailleurs qu'à son sujet, les Normands, fidèles à leur réputation, n'auront pas choisi entre tradition et modernité. Pour débuter cette émission, bienvenue au château de Martinville en Seine-Maritime, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Rouen. Ce monument de la fin du XVe siècle abrite le musée des traditions et arts normands. Parmi elles, celle du bien manger avec cette cuisine reconstituée. La cuisine normande tient son héritage du développement de l'élevage à la fin du XVIIe siècle. Nous en parlerons avec David Lecoeur, un professeur de cuisine passionné par l'histoire gastronomique normande. Avant de le retrouver avec Marie, rencontre avec de nostalgiques de la crème et du beurre. Au piano, le chef est d'humeur chantante. Nous lui avons commandé un vrai plat normand. Hop là. Et avec ce poulet, le chef est tranquille. Un plat normand avec du goût, a priori, rien de bien sorcier. Mais est-ce qu'on a besoin de complexifier la cuisine quand on a un agneau qui vient de la Hague ou du Mont-Saint-Michel? Quand on a des poissons qui sortent tout frais de la mer? Quand on a des bœufs, des vaches comme on a dans notre coin?
franchement, quand on voit tous les produits que la Normandie est capable de nous offrir, on n'a pas grand mérite. C'est vrai. L'historien Claude Quetel est catégorique. La richesse de cette province n'a pas d'équivalent. Depuis des siècles, la Normandie a profité de ce double atout d'une terre de mer, de pêcheurs côtiers, mais de pêcheurs aussi au rocher, de pêcheurs à pied, et puis d'une terre de paysans, et de paysans qui ne cultivent pas du blé, qui élèvent. Depuis le XVIIe siècle, l'atout de la Normandie, c'est une terre d'herbe, une terre d'élevage, donc une terre de lait. Alors, je vais mettre mes pièces de viande. Jérôme Valogne était musicien. Il est venu à la cuisine pour écouter chanter le beurre dans la poêle, pour entendre les parfums du pays. Il partage cette conviction avec Claude Quetel. La gastronomie normande, c'est d'abord une cuisine de produits qui ne demande pas de sophistication. On doit retrouver le produit et le goût du produit. On ne doit pas le masquer. Au bout du chemin, vous devez retrouver un produit, une volaille de qualité, une volaille, comme on dit en Normandie, qui a couru. Une volaille qui a couru, c'est-à-dire un coq qui s'est promené un petit peu dans l'herbage. Rien de bien sorcier donc. Un beau poulet fermier, du cidre, des échalotes, de l'estragon, sans parler de la sauce au camembert. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien, bien, bien. Alors, au fourneau? Eh ben oui, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je prépare le repas pour ce midi. Une purée tournée à la main. Voilà. Un écrasé de pommes de terre. Un écrasé de pommes de terre. Ça fait très mode aussi, ça, écrasé de pommes de terre. Avec des bons morceaux de beurre dedans. Aujourd'hui, recette d'huîtres creuses au camembert, crème, parfumée à la cannelle, pochée au cidre. 2 louches de crème, nous sommes en Normandie. Lorsque le beurre est noisette, vous déposez les noix de Saint-Jacques dans la poêle. Vous faites réduire et vous ajoutez un peu de crème. On parle pas de la Normandie sans parler de la crème. Et une noix de beurre. Et je vous souhaite bon appétit. Un camembert bien fait. C'est pas la peine de le couper, il va fondre. Par contre, je suis pas un mystique du moulet à la louche. Une belle cuillère de crème crue. C'est peu dire que l'hygiénisme de notre époque se marie assez mal avec ce déluge de beurre et de crème. Du moment que c'est bon, c'est le résultat qui compte. Oui, et puis l'accusation de la calorie, on peut la contourner en disant qu'on n'est pas obligé d'en manger beaucoup. Absolument. Hein? Ou d'en manger souvent. Mais quand on en mange, on en mange. Voilà. Tu fais une petite salade en entrée. Puis des fruits au dessert. On jeûne 2 jours avant. Pendant 2 jours. Oui, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques pour pouvoir bien manger. On va les manger, non? Moi, j'ai toujours faim. Je suis un enfant de la guerre, moi j'ai faim tout le temps. Non, c'est bon. Alors, toujours pareil, hein. Le produit déjà, au départ. Rien n'écrase rien. Hein. Même la sauce camembert n'écrase pas le goût du poulet. Hein. À les en croire, de lourdes menaces pèsent sur la cuisine normande. Pas tant à cause de la chasse aux lipides, non. Le péril, c'est la raréfaction du bon produit. Bon, mais à la limite, on peut trouver encore une bonne volaille. Trouver un bon cidre, ça devient franchement difficile. Qu'il ne soit pas le cidre de Parisien. Trouver un vrai cidre de tonneau, parfois c'est sous le manteau. Aller chercher le produit plus ou moins licite, ça c'est de la haute résistance. Trouver un porc digne de ce nom, c'est une chasse au trésor. Oui. Alors, à ta santé, Claude. À ta santé. Quand j'étais gosse, on pêchait quand même encore beaucoup de homards après la guerre. À table, il parle de cuisine, encore et encore. Plus personne ne fait ça. Est-ce que vous connaissez le graissin? C'est de la gorge de porc. C'est aussi leur manière de résister, de retenir le temps. Mon épouse, le jour où elle a vu une tête de cochon qui trempait dans une gamelle haute de ça, elle m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce qui me hérisse le plus, c'est que quand je vais maintenant au rayon boucherie, il n'y a plus de gras. Ils sont bien tirés. David Lecœur, bonjour. Bonjour Marie. Alors vous venez de découvrir comme nous la séquence nostalgie de notre émission. On y apprend que la gastronomie normande telle qu'on la connaît, elle est née au XVIIe siècle. Voilà, elle naît à partir du XVIIe siècle, époque charnière en effet, puisque nous partons du système agraire, des labours médiévaux, donc nous les laissons en place, et puis arrive la Révolution verte, la naissance des bocages, et puis c'est surtout l'amélioration du cheptel, notamment de la race normande. L'apparition de la race normande, et c'est le lait, la crème, le beurre. Oui, voilà, on sait que c'est une race mixte, la viande, le lait, mais au XVIIe siècle, hors de question de ne manger
la viande, puisqu'elle reste la force vive je dirais, de l'économie domestique d'une ferme. On va à la fois utiliser la force de la bête, mais aussi utiliser tout simplement ses capacités à avoir donc du lait. Et donc, qu'est-ce qu'on mange ? Alors que mange-t-on ? Nous allons partir en effet de notre vache, par exemple, donc elle donne du lait. Il va y avoir beaucoup de crème et de beurre. La Varenne, notre cuisinier François au XVIIe siècle, disait que les Normands ne mettent que de la crème d'ailleurs dans leur sauce. Il y a aussi beaucoup de volailles. Beaucoup de volailles. Et comment d'ailleurs cuit-on, par exemple, ces volailles à cette époque, au XVIIe siècle ? Généralement, il y a une pré-cuisson et une cuisson. Généralement, on les fait pocher, puis ensuite rôtir. Et puis pour les plats de fête, qu'est-ce qu'on mange quand Alors, pour les plats de fête, généralement, ce sont des fêtes religieuses, puisque tout est calqué sur un temps liturgique très exigeant d'ailleurs. Eh bien, par exemple, pour des plats de fête comme la Noël, pourquoi pas ces volailles rôties, mais des volailles rôties dans lesquelles on va rajouter une farce très améliorée avec des dattes, parfois des figues, et puis de la pomme et du vin. Il y a une autre date importante dans l'histoire de la gastronomie normande, c'est la guerre 1914-1918. 14-18, c'est un événement épouvantable, mais seulement grâce à l'évolution en fait de la congélation, on va pouvoir importer des carcasses de viande. On va pouvoir importer ce fromage, notamment le camembert, qui sera ainsi connu pratiquement dans la France entière et plus encore. Le camembert, ce fromage sera la viande du poilu. Merci beaucoup. Nous nous sommes installés à Caen, dans un lieu atypique, entièrement dédié à l'art culinaire, à la fois atelier, agence de communication et studio photo. Moderne, à l'image de la gastronomie normande et de notre grand témoin, chef d'un restaurant 2 étoiles à Honfleur. Alexandre Bourdas viendra nous montrer concrètement comment il réinvente au quotidien cette cuisine très marquée. Au moment de déguster son plat de langoustine rôtie, Dominique Hutin, journaliste spécialisé, viendra nous parler de son cheval de bataille, le cidre. Mais avant de manger, il faut bien cuisiner. Et pour ça, je vais retrouver Erwan et notre invité. Alexandre Bourdas, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de nous cuisiner aujourd'hui ? On va revisiter une de mes recettes un petit peu phares qui était la lotte pochée au citron vert qui est fait avec un bouillon. Je l'ai un peu normandisé. J'ai fait une crème infusée à la coco et je vais le servir avec des langoustines normandes. Voilà. Vous dites que vous l'avez normandisé, on est loin quand même de la cuisine normande. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer avec ce plat ? Dans la cuisine, j'essaie de rien démontrer du tout. Je pense qu'aujourd'hui, la cuisine normande telle qu'on la connaît et telle qu'on va la connaître a évolué. On a une autre approche des produits. Et aujourd'hui, moi, avec le parcours que j'ai, la cuisine que je réalise, j'ai une autre approche des produits que je peux rencontrer là aujourd'hui, tels que la crème. Et je l'appréhende différemment que ce que le faisait ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. C'est ça votre vision de la nouvelle cuisine normande, c'est de prendre des produits normands et les marier avec autre chose ? C'est pas de prendre des produits normands et c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas la même lecture. On n'a pas les mêmes attentes des produits, on n'a pas la même façon de se nourrir. Donc obligatoirement, on a les mêmes produits et on les appréhende différemment. Donc on n'est pas dans une volonté de transformation, mais juste dans une volonté de cuisiner ce que nous, on ressent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ou peut-être dans 100 ans, on dira la cuisine traditionnelle normande de 2016, voilà, qu'est-ce qu'elle était ? Elle était ce que faisait Alexandre ou les autres chefs. Et vous n'avez pas peur de décevoir avec ce type de cuisine ? Je pense pas qu'on déçoit quand on avance, mais après, oui, de toute façon, la cuisine a toujours été un conflit générationnel. Moi, je vois ma grand-mère qui a aujourd'hui 101 ans et qui est encore en vie. Quand elle mange ma cuisine, elle comprend pas tout. Mais c'est normal. Et je pense que ma fille qui a 7 ans aura les mêmes différences avec moi plus tard. C'est juste générationnel. Mais pour moi, je ne provoque pas. C'est juste aujourd'hui. Voilà, on est en 2016. La cuisine normande a des produits et je les utilise avec la sensibilité que j'ai.
Alexandre Bourdas, vous êtes effectivement un des chefs qui font vivre la cuisine normande aujourd'hui. Une gastronomie qui sait garder ses racines sans avoir peur d'aller puiser dans d'autres influences. Alors, avant de passer à table, avant de déguster ces langoustines, exemple avec deux autres jeunes chefs de la région. Amateurs de bonne chair, gourmands de tout poil, rassurez-vous, il en reste. Oui, des bonnes maisons, des biens classiques. Ça, à l'ancienne, bah si, pour la glacer, non? Ouais. Hein? Mais ça se fait plus maintenant. Ces messieurs ont de qui tenir, ils sont disciples d'Escoffier, le grand maître. Ni l'un ni l'autre ne sont natifs de Normandie. Ils y ont pris racine, avec tout à portée de main. On est quand même gâtés. On part de l'andouille, du cidre, du calvados, du poiré, de la crème, du beurre. Enfin, et encore, j'en oublie, hein, c'est énorme. Je trouve que tout va forcément ensemble. Pourtant, ces chefs en sont encore à se demander si terre et mer d'abondance n'ont pas nui à la reconnaissance d'une gastronomie. Il y a tellement de produits qu'on ne les a pas codifiés. Je pense que chaque cuisinier, il travaille comme ça parce que c'est tellement facile. Mais quand on voit la cuisine lyonnaise où c'est beaucoup moins riche, dans la région lyonnaise et le Beaujolais, c'est beaucoup moins riche, eux, ils ont une cuisine qui est reconnue. Alors que la cuisine normande, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment reconnue, on la connaît. Mais c'est plus une cuisine familiale où on fait bouillir la poule avec de la crème, etc. et avec beaucoup de légumes. Bonne pioche, les légumes, et bonne porte d'entrée pour notre sujet. Un vrai révélateur du renouveau de la cuisine. Voici deux de leurs ambassadeurs, Anthony Caillot à Caen, Caroline Vigneault à Saint-Lô, jeunes chefs qui ont pour point commun de cultiver un lien direct avec leur environnement. Je suis fils d'agriculteur, donc les produits, ça me parle. Moi, j'ai vécu dedans tout petit, quoi, des beaux légumes dans le jardin, des belles volailles dans la basse-cour. Je sais le faire, j'ai vu tout petit. On occulte un peu trop souvent la richesse du maraîchage, et notamment du petit maraîchage biologique qu'on a dans notre région, qui est une chance, quoi. Ah, c'est beau, ça. Et ça, cru ou cuit, ça? Mi-cuit. Ça, je les ai cultivés sous abri. Ils ont poussé d'un seul coup, donc ils sont tendres comme de la rosée. Et hop, une découverte. Il faut se laisser surprendre, sans aller chercher trop loin. Juste ce que la nature sait offrir. Naturellement, ces odeurs, les yeux fermés, on sait qu'on est en automne, quoi. Il n'y a pas de fraîcheur avec des notes tomatées. Là, on est dans les légumes racines, on sent la terre. On sait où on est. En Normandie, pays du navet jaune, dit boule d'or. Il sera légèrement poêlé et étuvé, à peine cuit. Et là, on retrouve des légumes revenus à la mode ces derniers temps. D'abord pour leur vertu décorative. On avait bêtement oublié leur saveur à ces courges et pâtissons que l'on dit anciens. C'est peut-être ça aussi être moderne. Justement, savoir intégrer les choses plus anciennes. Amalia, ça va être prêt, s'il vous plaît? Au menu ce midi, sèche rôti. Sèche de pays, évidemment. Et de saison. Il y a 2 saisons maintenant. La sèche de casier en avril, la très courte. Et en ce moment, on en a plein. Et si c'était l'heure, non pas de déguster, patience, mais d'aller prendre l'avis d'un expert. Je mélange mes échalotes, du persil, du sel, du poivre. Michel Bruno. C'est très bien, c'est la façon traditionnelle. Ancien 2 étoiles, qui fut connu pour son sorbet au camembert ou son pigeonneau à la vanille. Démonstration de cuisine, hein. Comment cuisiner à Saint-Jacques avec... Il a lâché ses fourneaux, mais poursuit ses chroniques et ses publications. Dans la dernière, toute fraîche, il réunit les 24 chefs étoilés de la région. C'est dire si la gastronomie normande, il y croit. Il y a une cuisine, et il y a même une nouvelle cuisine normande. Parce que cette cuisine normande, elle était un peu roborative, noyée sous la crème, le beurre, on la disait lourde. Elle a évolué. Elle a évolué dans le goût, dans les saveurs, dans l'œil, dans le visuel. Non, parce qu'il y a eu des jeunes chefs qui respectent la tradition, qui respectent la base. Mais ça a évolué. Évoluer sans oublier, sans renier l'essentiel. Je suis toujours avec mes vieilles casseroles en train de faire mes jus, les fumées de poisson. Toutes ces bases de sauce, toutes ces bases de cuisson, elles sont identiques. Vraiment identiques. Après, on a amené un peu de technique et un peu de souplesse, un peu
et aussi d'extérieur, produire un peu d'extérieur. Ici, nous commencerons par une soupe de topinambour, foie gras normand et mimolette d'Isigny. C'était l'entrée du jour d'un menu à 25 €. Et si Caroline Vigneault affiche sa différence, ce n'est pas avec une volonté d'extravagance. Elle connaît les bases. Un poulet valet d'Auge, par exemple, ça pourrait s'envisager. J'en ai déjà fait. Et la semaine dernière, par exemple, on a fait un lapin à la crème et on a fait clairement un lapin valet d'Auge, en fait. On a fait ça, là, il n'y a pas plus tard que vendredi et samedi, c'est le plat du jour. Donc si, on fait aussi ce genre de choses. On assume et j'aime beaucoup. Voilà de quoi rassurer les puristes. La nouvelle vague de cuisiniers normands n'a pas tout déconstruit, elle a ouvert le champ. En baptisant sa maison à contresens, Anthony Caillot n'a pas perdu le bon et le plaisir de tous les sens. À travers ces apéritifs, je vous laisse deviner. Boudin noir compoté de pommes, hareng fumé, et un petit croque andouille et mimolette d'Isigny. Le concentré de pommes vertes dessus. Vive la Normandie. Et là, quand vient le plateau de fromage, on le diversifie volontiers, sans se limiter aux grands classiques. C'est vraiment que des fromages très locaux, parce que ça vient de la ferme de Bello, qui est au désert. Donc c'est le producteur à qui j'achète tous les dérivés du lait. Vache normande, nourrie au foin et à l'herbe exclusivement. En connaissance et en confiance, circuit court de préférence. Ce lien est généralement partagé par les meilleurs chefs d'aujourd'hui, en quête de meilleurs produits pour se renouveler. Ici, un standard à peine revisité, la tarte aux pommes, au beurre et à la crème fouettée. Les sœurs Tatin, qui n'étaient pas normandes, en seraient toutes retournées. Alexandre Bourdas, on vous retrouve à table. Est-ce que vous êtes dans la même approche que ces jeunes chefs normands qu'on vient de voir ? Oui et non. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses ont changé. Quand on parle de terroir, on parle de quelle époque, à quel moment. Aujourd'hui, les produits ont évolué parce que des normes de production ont changé, parce que les attentes des consommateurs ont changé. Donc on se retrouve, nous, confrontés à notre époque, à des produits différents. Les produits eux-mêmes Ah oui, les produits ont changé, oui, bien entendu. Si on prend l'exemple du beurre ou de la crème, qui sont des produits classique normand, on n'a pas du tout les mêmes goûts, les mêmes zones de production, la même nourriture pour les animaux. Donc on a aujourd'hui, les producteurs sont confrontés à des normes et obligatoirement ont des produits différents. Mais ça veut dire que c'est plus difficile de les travailler, ces produits ? Non, c'est pas plus difficile, c'est juste que dans la cuisine, rien n'est figé, que ce soit nous dans nos esprits gourmands, que ce soit le produit, que ce soit dans la production, que ce soit dans les normes même de fabrication. Et ça, on le ressent dans le reportage, c'est que la cuisine aujourd'hui n'a plus de frontières. Vous-même, vous avez des influences japonaises, vous avez travaillé au Japon. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la cuisine française et la cuisine japonaise ? Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. L'approche de la cuisine est différente parce que la culture est différente, l'homme est différent. Et cette cuisine japonaise, elle a modifié votre cuisine à vous ? Ah mais bien entendu, vous ne pouvez pas passer 3 ans dans un pays. Moi, je me suis immergé totalement, donc je ne me levais pas tous les matins en kimono, mais autour de moi, il y avait cet environnement japonais. Et pourtant, vous êtes revenu en Normandie. Il y a 10 ans, vous avez ouvert le Sakana. Qu'est-ce que ça vous dit de votre cuisine d'être revenu en Normandie ? C'est une cuisine normande ? C'est une cuisine de produits normands, parce que je m'approvisionne sur le local, mais c'est une cuisine d'un chef, d'un cuisinier aveyronnais, qui est né en Aveyron, qui est parti au Japon, qui est revenu, qui a une expression à lui et qui vit aujourd'hui en 2016. Quoi. Pourquoi Honfleur alors ? Vous avez des souvenirs en Normandie, vous avez des attaches. Mon père, ma famille côté paternel est normande, ma femme est normande, et quand on est parti au Japon, quand on a voulu revenir installer notre restaurant en France, la Normandie s'est un petit peu offert à nous en disant on a des connaissances avec cette région et j'avais besoin de la mer, et donc c'était évident. Vous ne vous imaginiez pas aller dans une région que vous ne connaissiez pas ? Ça, c'est pas possible, parce que la cuisine, c'est une histoire entre les hommes, il y a beaucoup de choses. On peut pas... il est difficile de cuisiner dans un contexte qu'on ne connaît pas. Donc moi, j'avais besoin d'avoir des repères. Et j'avais des repères avec la Normandie. J'avais des amis, j'avais des producteurs, j'avais d'anciens clients, j'avais ma belle famille. Il y avait encore beaucoup de choses. Ce sont les produits qui vous attiraient également en Normandie ? Les produits, pas spécialement. Je focalise pas, je m'enferme dans rien. Se dire on va dans une région pour ça, c'est s'enfermer. Pour moi, la cuisine, il faut la laisser libre et surtout pas la codifier. Et donc aujourd'hui, je suis arrivé en Normandie, je cuisine avec ce qui m'entoure et bien sûr, je pense
avec toute humilité que je peux mettre dans mes mots, que je suis en train d'écrire une forme de cuisine normande parce que je prends ma crème, je prends mon beurre, je prends mon veau, je prends mes pommes, voilà. Et peut-être que dans quelques années, on dira que c'est une forme de cuisine normande. Alors Alexandre Bourdas, on va enfin le goûter, ce plat, c'est langoustine rôtie. Mais pour le goûter, il nous faut un accompagnement et pour cela, on va accueillir le journaliste Dominique Hutin. Dominique Hutin, bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes venu avec du cidre. Oui. C'est drôle, ça ne me surprend pas parce que c'est votre cheval de bataille. Mais du cidre avec des langoustines, est-ce que vous êtes très sûr de vous ? Y a une proposition un petit peu ambitieuse. On a quand même un chef d'orchestre largement étoilé. Je vais le goûter. Je crois que c'est le plus simple. On va faire pareil. Donc on a une base crémée qui a l'air un petit peu onctueuse, produit de la mer. Donc le but, c'est de savoir si on va militer pour un accord ton sur ton, quelque chose qui sera un peu doucereux pour aller dans le sens du moelleux de la crème, ou si au contraire, on va jouer sur l'accord de contraste. Alors en l'occurrence... Moi, j'aurais tendance à militer pour jouer sur le contraste. Je connais un petit peu le travail d'Alexandre. Je pense qu'on va venir saisir un petit peu les papilles plutôt que les endormir avec quelque chose de trop confortable. Alors, j'ai amené une proposition d'un cidre, qui a une présentation assez contemporaine. On va le tester. Vous parlez, je pense que c'est bien de se réhydrater régulièrement. Vous parlez de présentation contemporaine. L'idée, c'est de dépoussiérer l'image du cidre ? Absolument. Les producteurs ont cessé de nourrir des complexes. Il faut bien considérer qu'on a un produit, d'abord qui se mérite, vous voyez, on a du mal à l'ouvrir. On a un produit qui, à l'origine, est d'extraction fermière, donc a longtemps été enfermé dans ce spectre un petit peu boueux dans l'imaginaire collectif. Or, voilà, il demande à ce qu'on le serve. Je vais vous précéder juste une seconde. Alors, première chose, puisqu'on parle de modernité, voilà, vous voyez, superbe couleur, bannissez la bolée. On a intégré depuis longtemps qu'un bon vin se goûtait dans un bon verre. Là, on a un verre un petit peu technique qui permet au cidre de s'exprimer. Je vais vous laisser faire les niveaux vous-même. Pour vous, il n'y a pas de doute, le cidre, il va devenir tendance ces prochaines années ? Il répond à plusieurs problématiques. Accessoirement, la société a revu son rapport à l'alcool. 4,5 degrés, 5 degrés. Donc, on est parfaitement dans les clous de ce point de vue-là. On nous dit qu'il y a une crise financière. On a des produits qui sont extrêmement accessibles en termes de sous, pour parler pragmatiquement. Et puis, on a une société aussi qui est en quête de naturalité. Or, il y a très peu de traitement, finalement, pour la pomme, parce que cette pomme, elle va être transformée, donc on peut l'accepter un petit peu tordue. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, quand je disais que les producteurs arrêtaient de nourrir des complexes, ils ont intégré le fait que leur travail était similaire à celui des vignerons. Ici, on a un millésime, un 2009, donc oui. Donc on peut accorder un cidre avec un mets particulier. Absolument. Par exemple. Oui, ça va très bien ensemble. Oui. Tout à fait. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'on a un spectre de goût qui est extrêmement large dans le cidre. On peut avoir des extra bruts. Par exemple, l'AOC Cotentin, qui va sortir en 2016, va se présenter en brut et en extra brut. Et on entend bien la force de ces deux mots-là, extra brut. Donc on va pouvoir s'affranchir de la galette pour aller, par exemple, sur les viandes blanches. Alexandre Bourdas, Dominique Hutin nous dit que le cidre, c'est la boisson de demain. Et la cuisine normande de demain, elle sera comment ? Elle sera comment la cuisine ? Elle sera Ça sera la même ? Toujours dans la même évolution depuis des années. C'est-à-dire qu'on va retrouver... C'est difficile de définir. Il y a 100 ans de cela, on n'aurait jamais imaginé que la cuisine normande serait dessinée comme ça ou pourrait être dessinée comme ça. Je pense qu'il faut laisser faire les producteurs, les chefs qui créent la cuisine, les consommateurs qui ont d'autres attentes, l'écologie aujourd'hui qui rentre en compte et qui fait que demain on aura une cuisine différente et faut surtout pas s'enfermer dans quoi que ce soit, surtout pas en cuisine. Merci. On s'est déplacé de quelques mètres, toujours au sein du studio photo qui nous accueille. On vient de le voir, la cuisine normande existe donc bel et bien et elle continue de se réinventer avec les jeunes chefs. Mais saura-t-elle trouver sa place à l'heure des conseils santé et d'une cuisine sans frontières ? Le nutritionniste Pierre Deschlottes nous prouvera qu'il est possible de bien manger en Normandie. De leur côté, Isabelle David, directrice de l'Institut régional de la qualité agroalimentaire, et le chef étoilé Benjamin Le Chevalier nous expliqueront comment ils font pour promouvoir cette cuisine normande. Mais d'abord, cette question, est-il possible de constituer un repas complet 100% normand, de saison et équilibré ? Un défi relevé en octobre dernier par Frédéric Nicolas.
Réaliser un repas 100% normand, autosuffisant, uniquement avec des produits de Normandie, c'est le défi du jour. Pour le réaliser, la première étape, bien sûr, ce sont les courses au marché. C'est parti. Bonjour madame. J'ai des pommes de terre à vous acheter, des haricots, des tomates. Elle vient d'où en Normandie alors? Brionne et l'autre Saint-Martin-de-Beaucherville. Donc l'Eure et la Seine-Maritime. Voilà. Et toutes les deux, culture raisonnée. Il n'y a pas de traitement peu. Là, c'est mieux que le bio. En plus, c'est de chez nous. C'est cueilli, vendu aussitôt. C'est frais, c'est nos producteurs à nous. Alors les haricots, oui, donc vous m'avez dit, vous les avez assurés 100% normand aussi, hein? Ah ouais, alors là... Ils viennent d'où, Saint-Martin-de-Beaucherville. De toute façon, ça se voit que c'est des produits locaux. Regardez comment ils sont raides. Moi, j'appelle tous les après-midi, je livre tous les matins. Ça ne peut pas être plus frais. Ah ouais. Alors, il me faudra aussi un petit peu d'échalotes. Vous en avez? Je sais pas. Oui, alors ça vient pas de Normandie. Ah ouais. Hein. Il n'y en a pas de Normandie. Mais comment ils faisaient, nos ancêtres, finalement, pour avoir de l'échalote? Le problème, c'est qu'avant, on avait plein de producteurs. Et comme c'est un métier très dur, les jeunes ne reprennent pas la relève. Et puis, je vais vous prendre des pommes pour le dessert. Je pense que ça pourrait être sympa. Il y en a plein. Normandie. Bon, bah écoutez, il y a l'embarras du choix. Buzzcop, pour moi, c'est trop tôt dans la saison. Mais vous en vendez quand même? Ouais, j'en vends parce que les clients en réclament. Ah ouais. Et je leur dis, pour moi, c'est une pomme pas assez mûre. Pour moi, elle est encore verte. Et tout le monde veut tout avant la saison. Ah ouais. Bon, bah les fruits et légumes, c'est bien. Maintenant, on va aller prendre d'autres produits frais de la mer. Il me faudrait 12 huîtres, en fait, normandes. 12 huîtres normandes? Normandes, c'est possible? C'est avec la Saint-Va. La Saint-Va, donc de Basse-Normandie, c'est ça? Ouais, donc c'est bien, des eaux normandes. Et voici. Voilà. Prendre un peu de salé, un peu de doux, s'il vous plaît. Alors, petit bilan après ce marché, pas si mauvais. Tous mes produits sont normands, à l'exception des échalotes de Bretagne et du beurre du Nord-Pas-de-Calais. On va voir les produits normands, ça intéresse aussi pas mal les touristes. Là, il y a une guide qui nous vante les mérites de notre In the produit. 19th century, in the countryside, after long meals, people used to partake several glasses of Calvados, and the third one was called a kick in the ass. Please. Pour cuisiner tous ces produits et remplir mon contrat, un repas 100% normand, on m'a conseillé un cuisinier, Valérie Morales, un fervent défenseur des produits locaux. Alors allons-y, voyons voir la surprise du chef. Alors, on va faire ça par exemple. Voilà, ça on va voir ça après. Vous allez mettre du fromage dans les huîtres, c'est ça? Tout à fait. Petite recette du Pays d'Auge, l'huître au Pont-l'Évêque. Donc ensuite, la volaille. Elle vient de Gruchet de Valas. J'ai eu du mal à trouver la volaille normande, hein, parce qu'il y en avait qui venaient de France, de Bretagne. Voilà. Et les produits normands, c'est quelque chose que les consommateurs demandent beaucoup? On recherche vraiment les choses authentiques. Les produits régionaux, au jour d'aujourd'hui, on le vend en poupe. Pourquoi? Parce que après les scandales alimentaires, les tromperies sur les différents types de produits qu'on peut avoir, il y a les gens ont de moins en moins confiance en ce qu'ils mangent. Maintenant, le côté régional, on va dire que c'est assez développé. Par contre, à côté, il y a des travers, malheureusement, où maintenant le label régional, en fait, on rentre de plus en plus dans le côté commercial. Le camembert peut être américain, hein, sans aucun problème. Hein. Donc, un camembert peut être fabriqué aux États-Unis, même en Chine. Vous faites la même recette dans une autre région ou dans un autre pays, il aura l'appellation camembert. Il y a bien le goût du fromage. Vous aimez bien la crème, hein? Ah, attendez, on n'est pas normand pour rien. Hein. Voilà, Frédéric. Merci. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Oui, c'est un goût normand avec le fromage là et la crème fraîche, bien sûr. d'Isigny. Donc non, c'est très bon. Aussi bien, vous avez... Merde. Bon appétit. Merci Valérie, avec le beurre qui est présent. Voilà, le beurre salé justement. Bon alors, il n'est pas normand, il n'est pas de Calais ce beurre-là, mais en tout cas l'ensemble du repas était 100% normand. On peut dire qu'on a réussi le pari. Pour l'aspect équilibré des choses, je pense qu'il faudra revenir. On va faire une bonne petite sieste après.
Pierre Deschlotte, bonjour. Vous êtes nutritionniste. Est-ce que la cuisine normande, ce ne serait pas un cauchemar de nutritionniste ? Mais non, pas forcément. Je pense que la fin du reportage était presque un peu caricaturale. Votre collègue, il faut qu'il se fasse plaisir avec ce bon repas normand, une fois par semaine chez la belle-mère, mais pas plus. Le reste du temps, on peut faire de la cuisine normande variée, diversifiée, équilibrée, et qui est parfaitement compatible avec le bien-être. Simplement, il ne faut plus manger comme il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Notre mode de vie a changé. Et pourtant, en Normandie, le taux d'obésité est très important. Oui, parce que justement, si vous voulez, durant les 50 dernières années, les gens bougent de moins en moins, dépensent moins d'énergie, mais les comportements alimentaires, les habitudes sont plus longues à changer. Donc on a encore actuellement des personnes qui ont gardé les traditions d'il y a 30 ou 50 ans, alors que leur mode de vie a complètement changé. Donc c'est ça qu'il faut faire évoluer. On a de quoi faire en Normandie de la bonne nutrition, de la bonne alimentation bien équilibrée, bien variée. Les produits ils sont bons pour la santé, le beurre, la crème, c'est bon pour la santé ? Il n'y a aucun produit qui soit mauvais, c'est une question de quantité. Mais si vous êtes 2 fois moins actif maintenant qu'il y a 100 ans, il vous faut 2 fois moins de calories, ça paraît logique. Et les produits gras sont denses en calories, donc il faut en garder les bons côtés, les composants intéressants dans le beurre, par exemple la vitamine A, il nous faut un peu de cholestérol, mais pas trop. Mais évidemment, il faut diminuer forcément beaucoup les rations par rapport à ce que faisait votre grand-mère il y a 50 ans. Ce sont des réflexes psychologiques qu'il faut changer, qu'il faut adapter. Alors, il y a des traditions, on voit bien ce monsieur là dans le reportage, il a mis la dose de crème sur le poulet à la fin, et je pense qu'on peut avoir la même saveur, peut-être en en mettant un petit peu moins. Et puis, c'est évidemment pas un plat qu'on va manger tous les jours, c'est un plat de fête. Pour manger équilibré, il faut aussi savoir aller chercher d'autres types de produits, des légumes, des produits de la mer. Oui, la Normandie propose tout ça. On a les produits de la terre de tous ordres en termes de légumes, de fruits, de sources, de viandes variées, y compris des viandes moins grasses comme la volaille par exemple. Et puis on a les produits de la mer qui sont excellents. C'est une question de diversité, de faire tourner, peut-être de ne manger qu'une fois par jour de la viande au lieu de 2 comme il y a 100 ans quand on avait les moyens, ou une fois par semaine quand on n'avait pas les moyens. Vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais manger équilibré avec des produits normands, c'est donc possible. C'est possible. Et un exemple, par exemple, a été montré avec le concours Bien manger en Normandie qui a été mis en place par l'IRCA avec les cuisiniers de cantines scolaires qui ont montré qu'avec un tout petit budget, en prenant des produits de proximité normands, on peut faire des repas équilibrés. Puis l'équilibre, il faut le concevoir non pas sur un repas, mais sur la semaine, sur le mois. Donc il y a vraiment une grande palette de diversité possible. Merci à vous, Pierre Deschlotte. Pour bien manger, il faut donc bien choisir et bien regarder l'étiquette, on va le voir. Mais un label signifie-t-il toujours que le produit est bon ? Pourquoi les producteurs ont-ils besoin de ces appellations ? Élément de réponse en images. Qui n'est jamais resté planté un long moment devant un rayon de supermarché juste pour choisir une barquette de jambon ? Le coup de pouce nous vient souvent d'un petit logo sur un emballage ou d'un mot discret sur l'étiquette. Les labels sont partout sous nos yeux de consommateurs au point de nous brouiller la vue. Stéphane Malandin en est un adepte. 4e génération à produire du saucisson sec à Cagny-Barville après des décennies de fabrication artisanale. La labellisation de tous les produits de sa marque s'est fait naturellement. Sur la moitié d'entre eux s'affiche le logo Gourmandie, le seul label normand. Le label Gourmandie nous impose d'utiliser à 100% du porc normand, et il nous impose aussi un contrôle sur nos process de fabrication et nos process d'hygiène par l'intermédiaire d'un audit annuel. Dans sa gamme, M. Malandin propose d'autres labels, mais pour eux, pas d'obligation sur la qualité de la viande. Agriculture biologique et label rouge ont d'autres exigences, mais aussi d'autres failles. Dans le label rouge, vous n'avez aucun cahier des charges qui vous définit le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, le fait qu'il n'y ait pas de fongicides et le fait qu'il n'y ait pas de métaux lourds. Le seul logo qui vous le garantit, c'est le bio. Par contre, il n'y a pas de cahier des charges sur la fabrication. C'est-à-dire qu'on peut faire ce que l'on veut en termes de séchage, en termes de taux de matière grasse. Bref, le saucisson parfait n'existe pas, mais le saucisson au double label de M. Malandin se vend très bien. Dans le pays de Bray, les petits cœurs de Muriel à l'Aume se vendent aussi parfaitement. Des petits cœurs de Neuchâtel, un nom préservé par le label AOP, appellation d'origine protégée. Un label européen qui impose notamment sa race de vache. C'est lourd parce qu'à l'époque actuelle, on nous demande d'avoir moins de bêtes pour moins de pollution. Et le fait d'avoir des vaches normandes nous oblige à avoir plus de vaches. Parce qu'une vache normande donne moins
qu'une vache pie rouge ou qu'une vache noire. Nous, on ne demande pas à une vache de donner beaucoup de lait, on lui demande de donner un lait de qualité avec le terroir qu'elle mange sans vouloir les pousser énormément. Parce qu'on a plus de rendu et le fromage est meilleur. 3 fois par an, les halômes sont contrôlés pour vérifier le respect des normes de l'AOP. Une contrainte largement suffisante. En 30 ans, pas un nouveau logo n'est venu se coller sur les étiquettes de leur fromage. Tout le monde nous connaît plus ou moins, donc on n'a pas eu le besoin, on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un sigle supplémentaire. Ça garantirait rien meilleur parce que c'est des contrôles qui se chevauchent. C'est que presque tout le monde a les mêmes contrôles, mais tout le monde veut faire ses contrôles. Donc quelque part, c'est des contrôles supplémentaires qui servent à rien. Trop de contrôle tuerait donc le contrôle et trop de labels tuerait le label. Qu'ils garantissent une fabrication, une matière première ou un goût, les labels ont tous leurs limites. Difficile alors, encore en 2016, de savoir ce que l'on a dans l'assiette grâce à un petit logo coloré. Isabelle David, on l'a vu dans le reportage, c'est pas facile de s'y retrouver dans la jungle des labels. Vous, avec l'IRCA, vous êtes à l'origine de la création du label Gourmandi, qu'on a vu aussi dans le reportage. C'était en 2003. Oui. Un plus, donc. Pourquoi ? Écoutez, on est parti du constat que nous avions beaucoup de richesses en Normandie, mais qu'on ne savait pas assez communiquer dessus. Donc nous avons créé cette bannière Gourmandi de façon à faire rayonner l'origine, la qualité normande, réveiller un petit peu la fierté des Normands et en faire les premiers ambassadeurs de leurs produits. Benjamin Le Chevalier, même pour vous, qui êtes chef d'un restaurant étoilé, est-ce que le label est un gage de qualité ? Pas tous les labels, mais ce label, pour le coup, est, je trouve, très bien orienté et permet de mettre en valeur vraiment notre patrimoine normand à travers une sélection de produits vraiment de tout horizon et avec pas mal de sensibilités différentes, du produit frais jusqu'à la conserve en passant par... Il y a combien de produits, Isabelle David ? Il y a 350 références produits, donc fabriqués par une centaine d'entreprises. Vous vous en servez ? Je ne m'en sers pas au restaurant Origine, mais il m'arrive d'en acheter. Pour vous ? Ben oui, pour moi. Consommation personnelle. Ben oui, pour ma consommation personnelle. Et pourquoi pas au restaurant ? En fait, au restaurant, on est plus habitué à travailler avec des spécialistes de produits bruts qu'on transforme sur place. Il peut y avoir des spécialités comme de la charcuterie ou des salaisons qu'on peut utiliser très bien au restaurant Origine, mais en général, on a nos circuits de fournisseurs assez établis déjà. On les connaît, on les appelle soit par leur nom, soit par leur prénom, mais c'est vraiment des acteurs privilégiés. C'est votre réseau ? C'est notre réseau, c'est ça. Isabelle David, est-ce que ça vous arrive de ne pas accorder ce label ? Oui, bien sûr, puisqu'il y a un cahier des charges et donc les produits doivent respecter 3 critères. Ils doivent être élaborés en Normandie avec des matières premières régionales. L'entreprise doit respecter de bonnes pratiques de fabrication en termes d'hygiène, de traçabilité notamment. Et puis enfin, le 3e critère, c'est la saveur, c'est-à-dire que le produit est testé et approuvé par un panel de 60 consommateurs. Voilà. Quelle est l'image de la gastronomie normande à l'étranger ? Je pense qu'elle est vraiment très liée à la gastronomie française. C'est pour un étranger, la gastronomie française est liée à un décor, à une tradition, à un service. Quand on parle Normandie à l'étranger, on se rapporte souvent aux produits phares de notre terroir, les plus connus comme le fromage, le calvados, les produits de la mer, des vaches, du lait, de la crème. Et c'est on fait un tableau avec ces produits-là. Je pense que n'importe qui peut dire c'est la Normandie. Après, c'est pas forcément ce qui attire le regard en premier en France. C'est un lot d'images. Là, quand vous disiez donc la gastronomie française, il y a un côté très traditionnel en fait. C'est une image un peu vieillotte. C'est le béret et la baguette, c'est ça en gros. Ça dépend comment on la regarde. Ça dépend comment on la regarde. Quand on y vit, je pense qu'on voit un petit peu plus loin que ça. Quand on vit les produits, quand on les sélectionne, quand on se balade un petit peu dans nos régions qui sont très attractives et pas seulement pour le temps d'un week-end, on y trouve aussi d'autres choses et d'autres personnes qui actent différemment pour la gastronomie, j'allais dire rouennaise, et pour la gastronomie rouennaise et celle de Normandie. Et justement, votre restaurant est à Rouen. Est-ce que vous faites de la gastronomie normande ? Alors je ne sais pas s'il y a une gastronomie normande ou une gastronomie tout court avec l'utilisation de produits normands. Moi je fais de la gastronomie clairement avec des produits bruts faits, ou au moins élevés, ou en tout cas produits en Normandie et transformés sur place, donc au restaurant Origine ou dans les autres cuisines de mes établissements. Isabelle David, comment on peut changer justement cette image un peu vieillotte de la gastronomie normande ? Alors c'est vrai qu'on souffre d'une image un petit peu de gastronomie, parfois aussi un petit
peu lourde, alors que c'est complètement immérité. On le disait tout à l'heure, on a une grande diversité de produits, de la terre et de la mer. Heureusement, on a des chefs, des jeunes chefs dynamiques, talentueux et qui revisitent en fin de compte cette cuisine traditionnelle normande. Donc, et justement, il faut communiquer dessus et c'est là où on ne le fait pas suffisamment. Et justement, plutôt que de se battre pour promouvoir la gastronomie normande, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se battre pour promouvoir le bon en Normandie? C'est un peu ce que vous faites au final, au quotidien. Je ne sais pas si c'est l'axe de communication qui est privilégié au restaurant Origine, par exemple, parce que finalement, on met plutôt, en place un artisanat. On va se donner beaucoup de mal pour faire de notre mieux chaque jour, et c'est ce qui va faire un petit peu notre succès, pourvu qu'il dure, je touche du bois. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément moi, je ne suis pas arrivé au restaurant Origine avec une prétention à mettre en valeur derrière moi toute une région avec des produits ciblés. Vous n'êtes pas le porte-drapeau de la région Normandie. C'est difficile de s'attribuer ce rôle, tout de même. Enfin, vous l'êtes sans le vouloir, probablement. Merci beaucoup. Nous sommes ici chez lui, dans son studio. Il a longtemps hésité entre la cuisine et l'image. Par facilité, c'est lui qui le dit, il a choisi de devenir photographe culinaire. Patrick Rougereau est notre clin d'œil de fin. Voir le jour en 1960 à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados. Rêver un moment de devenir chef cuisinier, puis y renoncer à l'idée de préparer le poisson. Faire des études de photographie publicitaire à Paris, succomber à son esprit d'entreprise et ouvrir son propre studio à Caen. Réaliser sa première photographie culinaire avec le chef normand Michel Bruno. Décrocher en 2003 pour son premier ouvrage, Gastronomie normande, la plus haute distinction d'un livre de cuisine, le World Cookbook Award. Travailler ensuite avec de nombreux chefs étoilés. Avoir dans son travail un malin plaisir à jeter la lumière au cœur de la matière. Fêter déjà ses 30 ans de carrière, sortir son 18e ouvrage, être Patrick Rougereau. Patrick Rougereau, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre studio photo. Quand on est photographe culinaire comme vous, quel est le rapport que l'on a à la nourriture, aux produits ? Alors, je crois que c'est l'esthétisme avant le goût, puisque nous, tout passe par l'image, et je pense qu'un bon plat passe par le visuel. Quand on vous sert une assiette au restaurant, la première sensation que vous avez, c'est le visuel. Donc moi, mon job, c'est de retranscrire ça à travers mes images. Un bon plat, un bon produit, c'est un produit photogénique ? Pas forcément, mais souvent, je veux dire, c'est l'appétence. Même si esthétiquement, ça peut être un peu douteux en termes de produits, c'est l'appétence qui va donner envie de manger. Donc, en clair, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo culinaire. Il y a des photos qu'on a envie de consommer. Concrètement, comment on fait pour faire de la photographie culinaire ? Alors, je crois déjà, il faut être passionné. Et c'est ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que dans photographie culinaire, il y a photographie, donc ça on le maîtrise, et il y a culinaire, et c'est ce rapport avec les chefs, moi que j'aime. Donc c'est vraiment un partenariat de deux métiers. Est-ce que c'est la même chose que photographier son plat au restaurant ? Non, je pense pas. On a un petit peu plus de travail, parce que vous pouvez déjeuner dans le plus beau des restaurants, la plus belle des assiettes. On va encore plus loin que ça, nous, dans le détail, parce que quand vous avez une feuille de salade sur un écran qui mesure 40 cm de large, le moindre défaut, vous l'avez en plein. Or que quand on vous amène l'assiette à table, vous allez la trouver très belle, mais en photo, on a une exigence qui est encore supérieure. Il faut qu'il vienne d'être cuisinier, le produit ? Ah oui. Là, alors c'est vrai que c'est un métier qui est un peu speed, parce que souvent on va faire une doublure lumière pour pouvoir caler nos cadrages, notre stylisme, l'ambiance générale de la photo, et on va refaire le plat au dernier moment parce qu'il a une durée de vie très courte. Une feuille de salade, ça vit 30 secondes, 1 minute pour rester fraîche sur un plateau de prise de vue, quoi. Est-ce que vous trichez avec le plat ? Peu. J'essaie de travailler au maximum dans la vérité, parce que la triche, on la retrouve forcément à un moment donné dans le visuel. Et je trouve qu'un produit, un plat qui sort du four, qui a des défauts, ça fait partie de la cuisine, ça fait partie de cette envie. Et est-ce que tous les chefs peuvent faire de la cuisine adaptée à la photographie culinaire ? Alors c'est un métier à part entière, il y a une expérience. Moi je travaille avec un chef qui est avec moi là depuis 17 ans, et il connaît vraiment ce métier de la photographie culinaire, et notamment ne serait-ce que dans le placement des produits dans une assiette, on a des notions de perspective qu'il faut prendre en compte, qu'un chef ne va pas avoir, parce que c'est pas son job, son job c'est de vous servir une assiette la plus appétissante possible, mais nous on a des contraintes derrière de perspective, de lumière. Une feuille de salade, pour qu'elle soit belle, doit être traversée par la lumière, donc placée à la verticale et pas à l'horizontale. Voilà, c'est tout un tas de détails qui fait que l'expérience fait qu'on arrive à travailler comme ça, quoi. Et à force de faire des photos de
plats. Est-ce que ça vous a donné l'envie un jour de devenir chef? Alors ça m'a donné l'envie, oui. On a monté une activité parallèle où on fait beaucoup de consulting culinaire. Il faut savoir que c'est un métier difficile, parce que je crois que c'est un des seuls métiers où tout le monde a un avis. Parce que tout le monde mange 2 à 3 fois par jour et tout le monde cuisine à un moment donné, donc tout le monde a forcément un œil beaucoup plus critique que dans d'autres métiers qu'on ne connaît pas. Donc vaut mieux être photographe? Je pense, oui. Merci à vous, Patrick Rougereau. Merci. C'est la fin de cette émission gourmande. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la déguster à nouveau sur Internet en haute définition. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un mois. On parlera de ce qui envahit notre quotidien. Le covoiturage, le prêt de logement, les échanges entre particuliers. La Normandie réinvente l'économie. Ne manquez pas notre prochaine enquête de région. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.